Nous sommes le 13 mai 2008, dans le Minnesota. Brandon Swanson, accompagné de 4 de ses amis, fêtent ensemble la fin de leur année scolaire. La soirée se passe plutôt bien, c'est festif, il y a de l'alcool, et c'est aussi la raison pour laquelle Brandon commence à fatiguer. À minuit 30, Brandon décide de rejoindre son véhicule pour rentrer chez lui. Malheureusement pour lui, il ne rentrera jamais à son domicile. Alors que lui est-il arrivé et quelles sont les pistes envisagées? Je vous propose que l'on essaie de comprendre ensemble l'histoire terrifiante de Brandon Swanson. Hello la team, c'est Igornote. Très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la disparition très mystérieuse de Brandon Swanson. Alors, dans un premier temps, on pourrait se dire que cette affaire fait partie des cas de disparition des plus courantes, mais vous allez voir que dans les quelques détails que l'on a, pour moi, cette histoire, elle fait partie des plus flippantes, dérangeantes et intrigantes d'Internet. Et je vous le dis très sincèrement. Je veux que cette chaîne soit la plus interactive possible. Donc je vais vous solliciter pour une chose. Si vous avez une théorie, un avis, ou même un détail que j'aurais oublié de préciser dans la vidéo, n'hésitez surtout pas à venir dans l'espace commentaire, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Bien évidemment, si t'aimes ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça au moins tu t'assures de rien louper ici. En ce moment, il commence à faire assez froid, donc n'hésite pas à te prendre un petit plaid, fais-toi un petit café, un petit thé, un petit chocolat chaud, à ta convenance, en tout cas mets-toi à l'aise. On est parti, et je te souhaite une très bonne vidéo. Nous sommes le 13 mai 2008, dans la toute petite ville de Canby, dans le Minnesota, aux États-Unis. Brandon et 4 de ses amis fêtent ensemble la fin de leur année scolaire. Brandon a 19 ans, et après avoir été diplômé de la Marshall High School en 2007, il a décidé de poursuivre ses études dans les énergies renouvelables, en particulier les éoliennes, sur le campus du Minnesota West Community and Technical College, à Canby. Et ne commencez pas à vous moquer de mon accent, je vous ai à l'œil. En parallèle de ses études, Brandon a un job étudiant dans une toute petite épicerie à côté de chez lui, et il en est pleinement satisfait. Ça lui permet de pouvoir financer sa petite vie étudiante, ses sorties avec ses amis, avec sa petite amie, de pouvoir payer son carburant pour sa voiture. Bref, Brandon, c'est un mec sans histoire, il est tranquille et plutôt bon élève. Cependant, Brandon a un handicap physique, puisqu'il est aveugle de son œil gauche. Mais ça ne l'a jamais vraiment perturbé, il vit avec, et ça a l'air d'aller. La soirée se passe pour le mieux, Brandon profite pleinement avec ses amis, ça danse, ça chante, et ça boit. Brandon, sur le cumul de la soirée, il est déjà à 3 verres d'alcool, plus un shot de whisky. Brandon habite à Marshall, qui se situe à peu près à 50 km de Canby. C'est pas tout près, Brandon le sait. Et donc à minuit 30, Brandon prend la décision d'écourter la soirée pour rejoindre son véhicule afin de rentrer chez lui. La 68 Minnesota State Highway, en français l'autoroute 68, a la particularité d'être en ligne droite. Donc dans la logique, le trajet est censé se faire plutôt rapidement. Brandon monte dans sa voiture, une Chevrolet Lumina, et se met donc en route pour rejoindre Marshall. Après plusieurs minutes de trajet, Brandon prend conscience de son état d'ébriété et il se dit que s'il se fait choper dans cet état, ça va mal finir pour lui. Car en effet, aux États-Unis, la loi elle est très stricte sur l'alcoolémie au volant et dans cet état, il va forcément finir au poste. Comme je vous l'ai dit précédemment, Brandon c'est un gars calme et sans histoire. Il n'aime pas attirer les projecteurs sur lui, que ce soit en positif ou en négatif. Et il sait forcément que dans cette situation, il va se faire des problèmes avec la police. Brandon va alors prendre une décision, celle de contourner la route principale pour emprunter des petites routes agricoles. Celles-ci sont généralement utilisées par des fermiers, avec des tracteurs et du matériel agricole, mais aucun de ces chemins de terre n'est goudronné. C'est simplement de la terre et des graviers. Il sait qu'en empruntant ces chemins de terre, il réduit considérablement le risque de se faire contrôler par la police. Brandon s'engage donc sur ces routes agricoles non éclairées, et au fur et à mesure des chemins parcourus, il se rend compte qu'il s'est perdu. Forcément, le manque de visibilité et l'alcool, ça ne fait pas bon ménage. Brandon rebrousse chemin une multitude de fois
pourrait emprunter des chemins qu'il pense connaître. Il va à droite, à gauche, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Et malheureusement, sur une énième tentative de marche arrière, sa voiture va se bloquer dans un fossé. Et là, vous imaginez bien, Brandon, il est pas bien. Il est perdu en plein milieu de nulle part, il fait nuit noire, il voit que dalle, parce que clairement, là, il n'y a aucun éclairage environnant, donc autant vous dire qu'il est dans un stress qui est énorme, sachant que la soirée avait si bien commencé, et là, elle est littéralement en train de mal finir. À 1h15, Brandon prend la décision de sortir de son véhicule pour tenter de joindre plusieurs de ses amis. Malheureusement, aucun d'eux ne répond. En parallèle de ça, Brandon a cette sensation très désagréable d'être observé. Il entend des bruits de pas, des chuchotements, ça le met très mal à l'aise, et il commence à avoir très peur. À ce stade, la science peut parfaitement expliquer ces phénomènes. Mettez-vous à sa place, il est dans un endroit inhospitalier, il n'a aucune visibilité parce qu'il fait nuit noire, sa voiture est dans un fossé, tout peut s'expliquer. Plusieurs minutes passent, et à 1h54, Brandon prend alors la décision d'appeler ses parents. Il sait pertinemment qu'en réveillant ses parents à cette heure-ci, ils vont prendre conscience qu'il se passe quelque chose. Son père décroche, Brandon s'explique. Allô papa? Ouais, c'est moi. Oh, ça va pas te faire plaisir ce que je vais te dire, mais j'ai fait une connerie. Voilà, j'ai bu un peu ce soir, comme tu sais que c'était la fin de l'année scolaire. Et voilà, pour pas me faire contrôler par les flics, j'ai pris des petites routes. Et là, pour le coup, la voiture, elle est dans un fossé et je peux plus la bouger. Est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît? Parce que là, j'entends des bruits bizarres et je t'avoue que je commence à flipper un petit peu. Brandon est particulièrement confiant sur sa localisation. Il dit à son père qu'il se situe le long d'un terrain de golf à proximité de la ville de Linde. Pour lui, c'est sûr, il insiste, il est là-bas, et il faut l'y retrouver. Heureusement, Brian, le père de Brandon, a toujours vécu à Marshall. Il a une parfaite connaissance des lieux, il connaît bien ces routes agricoles. Pendant à peu près une demi-heure, l'appel continue, et durant tout ce temps, les parents de Brandon vont donc chercher dans les petits chemins de terre à proximité de Linde, espérant apercevoir le véhicule de Brandon. Malgré plusieurs déconnexions à cause du réseau, Brandon et ses parents maintiennent le contact avec des appels répétés. Et puis ils vont tenter chacun de leur côté de se faire des appels de phare et de klaxonner afin de se retrouver au loin dans cette obscurité. Devant toutes ces tentatives qui n'ont pas l'air de fonctionner, Brian demande à son fils s'il est bien sûr de lui qu'il se situe à proximité de Linde. Parce qu'après toutes ces tentatives, il ne voit pas les appels de phare de Brandon. Et cette remarque vient frustrer Brandon. Il décide donc d'agir et il dit à ses parents qu'il va lui-même marcher et qu'il va se rendre directement à la ville de Linde, parce qu'il en voit les lumières au loin. Il dit à ses parents de le rejoindre sur le parking du Linde Tavern, qui est un bar situé à la ville de Linde. Les parents de Brandon vont donc prendre la route et se diriger en direction du parking du Linde Tavern. À 2h23, Brandon dit à son père qu'il va emprunter un raccourci à travers un champ. Il passe plusieurs grillages, son père l'entendra même passer un cours d'eau. Brandon décrit tous les éléments qu'il croit sur son chemin, notamment une ferme abandonnée. Cet appel durera très exactement 47 minutes. Et ces dernières 47 minutes, malheureusement, Brian, le père de Brandon, ne les oubliera jamais de sa vie. À 3h10, Brandon, alors en communication avec son père, va crier « Mais qu'est-ce que... Oh merde! » Après ce cri terrifiant, silence radio. Brian tentera une multitude de fois de recontacter son fils, mais rien. Brandon ne répond pas. À ce moment-là, et comme vous pouvez vous l'imaginer, Brian et Annette commencent à sérieusement s'inquiéter pour leur fils. Brian va actionner sa clé de contact et se mettre à chercher Brandon sur toutes les routes agricoles à proximité de Linde. Il fait des appels de phare, il klaxonne dans tous les sens, mais rien. Brandon est introuvable. Après plusieurs heures de recherche infructueuses, à 6h30 du matin, Brian et Annette décident de se rendre au poste de police pour signaler la disparition de leur fils. Alors, tenez-vous bien sur la réponse des policiers, parce que personnellement, quand j'ai découvert ça, ça m'a donné envie de tout casser. Un premier policier va dire à Annette « Vous savez, à cet âge, quand on fait la fête, il n'est pas rare qu'on reste la nuit pour fêter la fin des cours. » Et un autre policier va lui dire « Vous savez, madame, disparaître, ça fait partie des droits d'un individu. » Welcome to USA.
le pays de la liberté, mais aussi le pays où il y a le plus de conneries de l'humanité. Forcément, devant des réponses aussi grotesques, Brian et Annette insistent. Ils demandent donc au service de police de connaître précisément l'endroit où a borné le téléphone de Brandon lors de leur dernier échange. Mais malheureusement, à une heure aussi matinale, les opérateurs téléphoniques sont fermés. Et les résultats nous permettant de connaître précisément l'endroit où le téléphone a borné pour la dernière fois ne tomberont qu'à 11 heures, soit 8 heures après la disparition de Brandon. C'est énorme. À 11 heures, les résultats de l'opérateur téléphonique tombent, les données sont formelles. Brandon se situait à proximité de l'antenne relais de Minneota. Il était bien loin de l'endroit où il supposait être. Des premières recherches sont effectuées par la police de Lind pour tenter de localiser Brandon. Ils font alors appel au bureau du shérif du comté de Lyon, Joel Dale. À 12h30, une patrouille de police découvre le véhicule de Brandon dans un fossé à environ 3 km au nord-ouest de Tintin, précisément à cet endroit. Alors vous pouvez déjà vous imaginer, à ce moment-là, la réaction de Brian. Il est complètement dépité. Il cherchait son fils à plus de 35 km d'où il se situait réellement. Et le pire dans cette histoire, c'est que si Brandon n'avait pas planté son véhicule dans un fossé, il aurait pu lui-même reprendre la route principale pour aller en direction de Marshall. Parce que comme vous pouvez le voir sur la carte, il n'était pas très loin. Et donc malgré tous les efforts de Brian et Annette pour retrouver leur fils, ils n'auraient jamais pu le retrouver. La police constate alors que la voiture est effectivement coincée. La porte est ouverte, les clés ne sont pas sur le contact, et il n'y a aucune trace de sang qui pourrait confirmer que Brandon se serait blessé. Les effectifs de police font un premier ratissage de la zone, ils font également appel à une équipe cynophile d'un comté voisin, mais ça ne donne rien. Il est introuvable. Le lendemain matin, le shérif Dale lance alors une plus vaste opération de recherche pour Brandon, avec des effectifs de police plus conséquents, notamment avec des chiens renifleurs. Une petite équipe de l'association Coddington County Search and Rescue, qui est une association spécialisée dans la recherche de personnes disparues, vient également se greffer au dispositif. Pendant les investigations, un des chiens flaire une piste. Il suit la trace supposée de Brandon, il semblerait que ce dernier soit allé vers le sud, puis ait pris une direction vers l'ouest sur la 390e, il aura ensuite fait plein nord sur environ 800 mètres, avant de s'engager sur un petit sentier menant à une ferme abandonnée sur sa gauche. C'est à ce moment-là qu'il aurait décidé de couper et prendre un raccourci à travers champs, pour prendre le long d'une rivière nommée Yellow Medicine River, en direction du nord-ouest. Dans un premier temps, on pourrait donc se dire que Brandon serait peut-être tombé à l'eau et se serait noyé, mais cette théorie ne tient pas vraiment, parce que le chien est entré à l'eau par le sud-est, il en est ressorti par le nord-ouest. Donc par conséquent, Brandon a traversé la rivière d'un côté, en est ressorti de l'autre. Et le chien va continuer sa traque pendant pratiquement une demi-heure, avant de définitivement perdre sa trace. Et malheureusement, le hasard a mal fait les choses sur cette enquête, car le lendemain de la disparition de Brandon, la route voisine a été nivelée, rendant toute trace olfactive complètement indétectable, ce qui rend les recherches par les chiens complètement stériles. Les chemins, les puits, les cours d'eau et toutes les fermes abandonnées aux environs seront fouillés, mais on ne retrouve rien. C'est comme si Brandon s'était volatilisé. Pendant 30 jours, le shérif Jacques Wizecki a mené des fouilles sur 10 km incluant le Yellow Medicine River. Mais pareil, aucune trace de Brandon. Cette zone de recherche initialement de 10 km a été étendue sur 16 km, engageant des plongeurs et des bateaux ratissant la rivière de fond en comble, mais les équipes ne trouvent aucune trace de lui. Pendant près de 4 mois, plus de 500 personnes seront mobilisées pour tenter de retrouver Brandon. Les recherches au sol seront complétées par des recherches aériennes. Une équipe de 15 chiens limiers sera déployée pour une nouvelle fois investiguer sur le sentier de 5 km qui englobait les routes de campagne vers une ferme abandonnée, puis sur le long de la rivière Yellow Medicine River jusqu'à la fin du sentier qui se jette dans la rivière. Toutes ces recherches seront constamment interrompues puis reprises jusqu'en 2011 et toutes ces investigations, elles auront permis de couvrir une zone de 320 km², ce qui est colossal. En 2010, le Minnesota Bureau of Criminal Apprehension prend la direction de l'enquête. Le bureau met alors en place une ligne téléphonique de signalement permettant jusqu'en 2015 de recevoir plus de 90 pistes. Le cercle d'investigation se concentre sur Mud Creek, un cours d'eau pas très loin de la rivière Yellow Medicine River, au nord-ouest de Porter. En 2009, Annette, toujours sans nouvelles de son fils, est restée choquée par ce que lui avait dit la police de Lind le jour de la disparition de Brandon. Pour elle, comme pour beaucoup de parents qui seraient dans ce genre de situation, elle reste convaincue
que Brandon n'a pas délibérément voulu et même cherché à disparaître. Et il faut savoir que jusqu'en 2008, les investigations et recherches immédiates sont faites pour des cas de disparition d'enfants. Brian et Annette ont donc fait pression auprès de l'État en plaidant leur cause pour faire changer la loi sur les disparitions. Et donc suite à cette affaire, en juillet 2009, le Minnesota a adopté la loi Brandon. Cette loi a été conçue pour éviter des cas similaires à Brandon Johnson. Elle vise notamment à renforcer les mesures de recherche et d'assistance en cas de disparition, notamment pour des cas de disparition dans des zones très isolées, car comme vous le savez, pour un disparu, les premières heures sont cruciales pour sa survie. Je vais maintenant vous présenter les différentes théories qui ont émergé suite à cette affaire. Comme vous vous en doutez, il y a eu des réactions des plus rationnelles, d'autres plus inquiétantes, voire surnaturelles. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la théorie qui, selon vous, est la plus crédible, et si vous en avez une autre que celle énoncée, n'hésitez pas à nous la donner, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. La première hypothèse, qui est celle suggérée notamment par la police de Lynde, est celle de la disparition volontaire de Brandon. Celui-ci aurait eu des problèmes personnels, n'en aurait pas parlé à sa famille, et c'est la raison pour laquelle il aurait orchestré cet accident pour mieux disparaître. Cela expliquerait la nature incohérente de ses appels, ainsi que l'absence de toute preuve de violence. Brandon aurait pu se rendre à un endroit avec l'aide d'un ou de plusieurs complices, et ça expliquerait aussi la raison pour laquelle il aurait orienté ses parents à plus de 35 km du lieu où il se situait véritablement. Moi perso, je ne crois pas vraiment à cette théorie. Brandon à l'époque, il avait 19 ans, il entretenait une bonne relation avec ses parents, il avait des amis, il avait une petite copine et un job étudiant. Un job étudiant, ça ne te permet pas de subvenir à tes besoins, ça te permet de faire tes sorties avec tes copains et ta copine, aller au resto, mais pas plus. Donc, ça me paraît peu probable que Brandon se soit mis dans de beaux draps avec une quelconque mafia et soit dans l'obligation de disparaître. Et puis planifier sa disparition de manière aussi glauque, en faisant une peine immense à ses parents, ça me paraît pas du tout crédible. Une autre théorie avance que Brandon se serait noyé dans la Yellow Medicine River et s'expliquerait la raison pour laquelle il aurait crié « Oh merde !» en trébuchant puis en tombant dans la rivière. Emporté par le courant, ce serait difficile de retrouver le corps, mais néanmoins, cette théorie, pour moi, elle est peu probable. Encore une fois, parce qu'on a un chien renifleur qui a flairé Brandon d'un côté de la rive pour une nouvelle fois le sentir de l'autre côté, et puis la fouille complète par les autorités compétentes, à savoir les plongeurs et les bateaux. Pour moi, la piste de la noyade, c'est pas envisageable. Une autre hypothèse effrayante suggère qu'un tueur en série serait responsable de la mort de Brandon. Certains spéculent que Brandon aurait fait la rencontre d'une personne mal intentionnée qui l'aurait potentiellement pris en chasse, en l'enlevant ou en le tuant. La disparition de plusieurs autres personnes dans des circonstances similaires à Brandon, dans le même état du Minnesota, a alimenté cette théorie. Néanmoins, la probabilité de rencontrer une personne mal intentionnée en plein milieu de la nuit, en plein milieu des champs, reste extrêmement faible. Donc pour moi, cette théorie, encore une fois, elle est peu crédible. La théorie selon laquelle Brandon aurait fait la rencontre du Wendigo est des moins crédibles, mais des plus effrayantes. Le Wendigo est une créature surnaturelle, maléfique et anthropophage. Certains spéculent que Brandon l'aurait rencontré sur le sentier, mais non au Yellow Medicine River, notamment à proximité de la ferme abandonnée. Alors, qu'est-ce qui s'y serait déroulé ? Malheureusement, on n'a pas la réponse. Néanmoins, cela expliquerait la raison pour laquelle Brandon avait cette sensation très désagréable d'être suivi. Il entendait des bruits de pas, et pour le coup, peut-être qu'il a fait une mauvaise rencontre. Les faits pourraient correspondre. La zone est réputée hantée, et des témoins ont rapporté à travers les siècles des histoires très étranges. Les plus anciens récits datent de 1661, parmi les premiers colons. Il y a même eu le procès d'un Ojibwé en 1897 dans le Minnesota, car celui-ci a tué un homme car il pensait qu'il était un Wendigo, se cachant sous une apparence humaine. Cette théorie reste bien évidemment totalement infondée, mais nous sommes une chaîne qui croyons au paranormal, donc elle fait partie du lot. La dernière théorie est la plus dérangeante à mon sens. Elle affirme que Brandon Johnson aurait été enlevé par des extraterrestres. Plusieurs témoins affirment que ce soir-là, plusieurs lumières étranges auraient été observées dans le ciel.
et l'absence de preuves matérielles sur la zone de l'incident alimentent cette théorie. La team, je me présente à vous, je vous explique. On est quelques jours après la réalisation de la vidéo de Brandon Swanson et c'est tout simplement pour vous parler d'une affaire qui est, on va dire, indirectement liée avec cette disparition. En l'occurrence, c'est l'affaire Val Johnson survenue en 1979, écoutez bien, à Marshall. En l'occurrence, la ville où habitait Brandon Swanson. Vous allez voir, les coïncidences, elles sont incroyables. Donc, je vous en dis pas plus, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. À tout de suite. L'incident Val Johnson est un accident survenu le 27 août 1979. Le shérif adjoint Johnson effectuait une patrouille de routine sur la route nationale 5 à bord d'une Ford 1977. Vers 1h40 du matin, alors qu'il arrive aux abords de l'intersection avec la route nationale 220, le shérif aperçoit une forte lumière sur sa gauche, derrière une ligne d'arbres. La lumière étant trop puissante pour être de simples phares de voiture, Val Johnson pense qu'il s'agit peut-être d'un avion canadien de contrebande de drogue posé dans un champ. Voulant naturellement s'assurer de ce qu'il se passe, il décide d'aller voir de plus près et tourne à gauche afin d'emprunter la route nationale 220. Aussitôt, la lumière fonce sur sa voiture et l'atteint en moins d'1 seconde, alors que la ligne d'arbres était située à presque 2 km de l'intersection des deux routes. Le témoin et son véhicule se retrouvent complètement englobés dans ces lumières extrêmement puissantes. Val Johnson entend et voit son pare-brise craquer et sombre dans l'inconscience. À 2h19, il reprend conscience et ressent une douleur extrême aux yeux. Il arrive même péniblement à demander de l'aide par radio. Aussitôt, l'agent Everett Doolittle est dépêché sur place. Quand il arrive, il découvre la voiture du shérif à moitié basculée dans un fossé. Un des phares de gauche est brisé, le pare-brise est fêlé, 2 des 3 antennes radio du véhicule sont tordues et le capot présente une bosse circulaire. Le shérif se plaint d'une forte douleur aux yeux et semble complètement désorienté et choqué. Val Johnson sera évacué en ambulance vers l'hôpital Warren. Le lendemain, l'ophtalmologue en charge de Val Johnson diagnostiqua une brûlure interne de l'œil, due à une exposition à une très forte source de lumière. De plus, la montre-bracelet de Val Johnson ainsi que l'horloge du véhicule présentèrent toutes les deux un retard de 14 minutes, alors que Val Johnson déclare les avoir réglés sur l'heure du poste de police vers 1h du matin. Enfin, la batterie du véhicule s'avéra complètement vidée et ne put jamais être réutilisée. Un spécialiste en pare-brise de la société Ford interviendra pour constater les dégâts occasionnés sur le véhicule. Il en conclura que les fêlures sur le pare-brise résultent de forces mécaniques d'origine inconnue. Bien évidemment, vous l'avez compris, je ne cherche pas à affirmer la disparition de Brandon Swanson par l'enlèvement extraterrestre. Néanmoins, l'affaire Val Johnson, elle est plutôt intéressante parce qu'on est quand même dans la proximité du lieu de disparition de Brandon. Là, on se situe à Marshall et Brandon, il a disparu dans les environs de Tartown. Donc en l'occurrence, on est sur une périphérie d'environ 20 km. Donc c'est plutôt coïncident, c'est plutôt étrange. Brandon Swanson a disparu sans laisser de traces. Sa disparition, aussi inexplicable que terrifiante, continue d'alimenter des questions sans réponse. Peut-être que la vérité, dans toute sa froideur, ne se trouve tout simplement pas ici, parmi les vivants. Peut-être que certains mystères ne doivent pas être résolus. Néanmoins, une question demeure. Et si Brandon n'était pas le dernier à disparaître, sur ces routes sombres et maudites? On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Sur ce, c'était Egarnaut, je te dis à la prochaine. Peace!